Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Je tiens à vous dire que tout à l'heure nous avons tenu une réunion www.frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Bonjour chers compatriotes. Aujourd'hui donc nous allons aborder la 8e partie de l'évocation des 60 ans de l'indépendance du Congo. Alors nous sommes arrêtés aux idéologues adeptes de la violence révolutionnaire. Comme l'a dit d'ailleurs Aimé Matfika dans son ouvrage Le mal congolais, à la page 121, publié par les éditions Paris Éditeur. Chaque fois nous évoquons cet ouvrage parce qu'il est très intéressant, étant donné que c'est le témoignage d'un des putschistes, parce que c'est les syndicats qui a fait tomber le président Fulbert Yulu, qu'ils ont traité de voleur. D'ailleurs, je remercie l'un de mes aînés, Dieudonné Ganga, Jack Lemba, qui était ambassadeur du Congo aux États-Unis et qui a publié un article dans Congo Liberty. C'est un article qui témoigne de la probité morale et de l'action du président Fulbert Yulu. Nous allons donc développer cette 8e partie en mettant un accent particulier justement sur l'intrusion de l'armée dans la vie politique nationale, ce qui nous amène les malheurs actuels. Étant donné que l'un des protagonistes, sinon c'est pas le moindre, Sassou Nguesso est toujours au pouvoir. Donc comme le dit Aimé Matfika dans son ouvrage, même si lui-même il ne s'est pas beaucoup confessé, nous disons tout simplement à ces aventuriers idéologues adeptes de la violence révolutionnaire
qui s'était précipité à récupérer le mouvement d'août 1963, qu'il est encore temps pour les vivants de témoigner, car il ne faut pas falsifier l'histoire. Je suis d'ailleurs d'accord avec l'observation de Aimé Matshika, qui dit que depuis le coup d'État de juillet 1968, le triomphe de la radicalisation de la révolution prolétarienne, des Trois Glorieuses, qu'ils ont appelées Trois Glorieuses, n'a pas amélioré les conditions de la classe ouvrière qu'ils défendaient, ni d'ailleurs celle de la population congolaise. Aujourd'hui, les valeurs qui fondent la République ont été ignorées et bafouées, à savoir la liberté, l'égalité, la fraternité, le progrès, l'unité d'abord, l'unité, le travail et le progrès. On constate qu'il y a une absence de conscience professionnelle, de discipline au travail qui encourage la mauvaise gestion de la chose publique. Il y a eu des dérapages. Aimé Matshika donc martèle dans son ouvrage que le pouvoir a été militarisé et est aux mains de revanchards et des anarchistes nordistes qui exercent la dictature au Congo, donnant follement la mort et confisquent tout au profit de ces tenants. D'ailleurs, Matshika nous rappelle cette citation du président Massamba Deba qui aurait pu faire réfléchir tous ces aventuriers idéologues révolutionnaires. Et je cite, « Quand la politique se mêle de la gestion et de l'administration, le pays stagne. » Effectivement, ces propos sont d'actualité. J'en parle parce que aujourd'hui, la démarche de Sassou, c'est toujours de confisquer le pouvoir par les armes. Aujourd'hui, d'ailleurs, je peux vous faire une révélation, une information que je viens d'avoir concernant l'opération que veut faire Sassou Nguesso dans les prochaines semaines, dans les quartiers sud, et notamment dans le quartier de Madibou, où réside, curieusement d'ailleurs, Paulin Makaya, sous prétexte d'aller déloger des ninjas qui s'y trouvent, alors que tout le monde sait que les ninjas ne sont pas à Brazzaville, même s'ils viennent individuellement, mais ils ont préféré rester dans leur village, parce qu'ils doutent également de la portée des accords qu'ils ont signés en décembre 2017. Et ça, on le sait très bien. Entre-temps, vous avez suivi comment un commissaire a pu raconter des bobards concernant Pablo et Indien qui devaient faire un coup d'État en recrutant des mercenaires de la RDC. Heureusement que nous nous sommes insurgés, cette affaire a été balayée. Et là, ils reviennent avec une nouvelle affaire. C'est pour ça que nous dénonçons cela d'ailleurs, dans le cadre de cette émission qui concerne l'évocation des 60 ans de notre indépendance. Nous allons donc poursuivre nos enquêtes parce que c'est vrai, je pense que cette opération a pour objectif de porter atteinte à l'intégrité physique et morale de Paulin Makaya qui dérange parce que c'est le seul qui, sur le plan interne, en tant qu'opposant non emprisonné, qui dérange le pouvoir. Ce n'est pas pour rien qu'on a vu Philippe Mvo aller voir Paulin Makaya. C'était même une absurdité parce que Philippe Mvo s'occupe de la communication alors que Paulin Makaya n'a aucun organe de communication. Lui, c'est un opposant politique et ce n'est pas à Philippe Mvo d'aller voir les opposants politiques pour leur donner une ligne de conduite à tenir par rapport à la communication pendant cette période préélectorale, parce que aujourd'hui on prépare l'opinion. Avec moi, ça avait commencé comme ça. J'avais été interrogé, on avait traité la radio de 1000 collines, là on comprend, parce que là on avait
on a un organe de communication. Mais Paul Mackay n'a pas d'organe de communication. Il affirme ses idées, il estime que les élections ne peuvent pas se tenir dans de telles conditions. Et aujourd'hui, on est en train de l'intimider parce que ce que j'ai appris, c'est de bonnes sources que Sassou veut encore créer une situation dans les quartiers sud et notamment à Madibou où on aurait vu des ninjas qui se préparent. Mais les ninjas, ils sont dans leur coin de poule. D'ailleurs, ils préfèrent faire leur plantation là-bas, même s'ils sont encerclés par la force publique, la force... Non, ce n'est même pas une force publique parce que nous allons en revenir. C'est une armée des mercenaires. C'est une armée... c'est une milice en fait. C'est une milice au service de Sassou. Et nous martelons cela en disant trop c'est trop. C'est pour ça que tout le temps nous insistons pour parler de la fédération. Je le dis avec beaucoup de force. Il y a même des gens entendus, des gens dire oui, mais le Congo c'est un petit pays, on ne peut pas en faire une fédération. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il faut comparer même la plupart de nos régions, comme je le dis toujours. Vous voyez par exemple la Belgique. Mais la Belgique c'est une fédération. La Belgique n'a que 30 690 km². Mais c'est une fédération. Le Rwanda, c'est pareil. Le Rwanda a 26 340 km². C'est pas une fédération, mais c'est un pays. Donc, cet État, le Rwanda, qui a 26 340 km², a la même superficie pratiquement que le Niari, qui a presque 26 000 km², qui a la même superficie que la cuvette ouest, qui a 27 600 km². Les plateaux, c'est 38 000 km², donc un peu plus du Rwanda. Le Poul, presque 34 000 km², un peu plus du Rwanda. La Songa, n'en parlons pas, la Songa c'est presque 2 fois, sinon plus, puisque la Songa fait 55 800 km². Vous voyez, le Rwanda a 26 000 km, c'est un État. Et la cuvette centrale, ça fait un peu plus. Ça fait 48 250 000 km². Ça, c'est la cuvette centrale. Alors, le Rwanda a 26 000 km². La Likwala, je dirais même, c'est 2 fois et demi la superficie du Rwanda. Parce que la Likwala fait 66 000 km². Vous voyez, donc le principe de la fédération, nous devons l'adopter. Nous devons y réfléchir. Le Congo ne peut plus continuer à voguer dans ce sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets un accent particulier sur l'intrusion de l'armée dans la vie politique du Congo. Et c'est l'armée qui a tout gâché. Lorsque Yulu a créé l'armée en 1960, il va créer 2 compagnies d'ailleurs. Il va créer 2 compagnies. À l'époque, donc c'était le 16 novembre 1960. Celles-ci, les 2 compagnies étaient basées à Brazzaville. Et puis il y avait une qui sera créée une année après, c'est-à-dire 3 mois après, qui sera créée le 1er octobre 1961. Et celle-là sera basée à Pointe-Noire, au camp Guénin. Bon, maintenant, après le coup d'État de la Révolution du 16 août 1963, le colonel français Jean, qui commandait l'armée, est remplacé par le commandant David Mounsaka, qui avait été nommé 1 mois plus tôt par le président Fulbert Yulu, le chef de l'État, en tant que chef d'état-major général. Et Moussa Bakani était donc le commandant en chef des FAC. Alors, aujourd'hui, avec l'avènement du mouvement national de la Révolution, les accords sont dénoncés entre la France et le Congo. Et l'encadrement français donc va se retirer. Et le 1er bataillon congolais change de dénomination et devient le 1er bataillon de combat, composé de 3 compagnies de combat, une compagnie d'appui, une compagnie para
une compagnie de commandement. À propos justement de cette compagnie de para, elle devait revenir à Pierre Kinganga, alias Siroko, parce que c'était le seul officier, lieutenant à l'époque, qui était sorti, qui était formé pour. Marien Ngouabi n'était pas formé pour. Il n'était pas commando, il n'était pas dans le groupement aéroporté. Et parce que c'était une compagnie de prestige, ils se sont accaparés. Donc il y avait, je disais, donc il y avait le premier bataillon qui avait été donc mis en place par le MNR, le Mouvement National de la Révolution, qui a créé tout le désordre et qui a justement permis à l'armée aujourd'hui de s'incruster au pouvoir. Donc, le 10 avril 1964, Massamba Deba, président de la République, nomme M. Dacosta, secrétaire d'État à la Défense, chargé de contrôler et de coordonner les activités des forces armées. La même année, les troupes donc, de la communauté quittent définitivement le sol congolais. Le Congo a pu justement acquérir aux nouveaux pays amis qui étaient des pays de l'Est, pour ne pas dire des pays socialistes, de nouveaux équipements militaires. Le premier bataillon de combat qui devient le bataillon paracommando, comme je vous l'ai dit, qui aurait pu revenir à l'officier le mieux formé, c'est-à-dire le lieutenant Pierre Kinganga Siroko. Il est dirigé par le capitaine Marien Ngouabi, parce que c'est un politique. D'ailleurs, Kinganga était aussi politique, parce que les gens oublient la dimension de Kinganga qui était aussi politique, qui avait fait aussi une formation, non seulement en France, mais qui est allé aussi faire une formation dans un pays de l'Est. Et ça, nous allons en reparler lorsque nous allons évoquer le coup d'État de Kinganga de 70, justement pour parler du personnage. Pour le moment, on fait une évocation tout à fait sommaire. Massamba Deba a eu, si vous voulez, peur de confier ce bataillon à Kinganga, parce que Kinganga était réputé yuliste. Au fond de lui, Kinganga déjà commençait à contester ce qui se passait, les injustices qui se passaient sous le régime du MNR. Ngouabi va tout faire pour éloigner tous les meilleurs officiers que nous avions, et notamment ceux du pool. Ngouabi exécute le 14 septembre 1965. Voici 55 ans, je peux dire jour pour jour. Il a fait exécuter le capitaine Jean Bikoumou, un des officiers les plus brillants de notre armée. Aujourd'hui, ça fait 55 ans, presque jour pour jour, parce que nous sommes le 19 septembre 2020. Nous voulons également profiter de l'occasion pour rendre un grand hommage à ce brillant officier que la révolution, entre guillemets, de Massamba Deba a fait exécuter, justement avec son bras armé qui était Ngouabi, parce que Ngouabi était membre du MNR. Il siégeait au MNR, c'est lui qui représentait l'armée avec un autre officier. Alors donc, et d'ailleurs, le 22 juin 1966, l'Assemblée nationale, qui n'était que le nom national, mais en fait, c'est une assemblée du MNR qui adopte la loi, puisque Ngouabi y siégeait. On appelait ça l'Assemblée nationale populaire d'ailleurs. Cette Assemblée nationale populaire va adopter la loi numéro 11/66, donc le 22 juin 1966, créant l'armée populaire nationale en remplacement des forces armées congolaises. Le capitaine Ngouabi, donc je disais, et le commandant
Alphonse Mabiala, ceux qui représentaient l'armée à cette session. Nous allons parler de Ngouabi à la prochaine émission. Mais aujourd'hui, on s'intéresse justement à l'activisme de Ngouabi. Donc Massamba Deba dénonce les dérives donc du capitaine Ngouabi. Le capitaine Ngouabi qui avait son équipe, les Sassou, les Yombi et autres. D'ailleurs, c'est Ngouabi qui va instaurer ce qu'on appelle l'Ubumitri, l'oligarchie bureaucrato-militaro-tribaliste. Et cette oligarchie commençait à déranger le pouvoir de Massamba Deba. Massamba Deba dénonce les dérives donc du capitaine Ngouabi. Massamba Deba décide de l'affecter à Pointe-Noire. Ngouabi, sur le soutien de son oligarchie bureaucrato-militaro-tribaliste, oppose un refus catégorique et Massamba Deba le casse de son grade et affecte le combattant de deuxième classe le 25 juin 1966. Le 27, 2 jours après donc cette affectation ou cette rétrogradation de Marien Ngouabi, les militaires se révoltent et font 3 exigences. Parmi ceux qui se révoltent, donc à la tête de cette révolte, se trouve Pierre Kinganga. Pierre Kinganga, qui était le plus politique en fait, même s'il ne faisait pas partie de la structure du MNR. Et grâce donc à cette révolte menée par Pierre Kinganga le 27 juin 1966, que Massamba Deba va annuler l'affectation du capitaine Marien Ngouabi. On va remettre les insignes et le grade au capitaine Marien Ngouabi. Non, le président donc Massamba Deba va nommer le capitaine Damas Ebadep commandant en chef de l'armée populaire nationale et le lieutenant Kimwalankaya sera nommé chef d'état-major général de l'armée en remplacement du commandant David Mounsaka, celui-là même qui a fait démissionner le président Fulbert Yulu 3 ans plus tôt, c'est-à-dire que le 15 août 1963. Quant au bataillon Para, au lieu d'être confié au lieutenant Pierre Kinganga, il est attribué au lieutenant Victor Tsika Kabala. Pour des raisons que je vous ai expliquées, Massamba Deba n'avait pas confiance à Pierre Kinganga parce que Pierre Kinganga était partisan de Yulu. Il avait peur qu'il fasse un coup d'État pour remettre Yulu en place. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. L'armée a pris est partie. L'armée est devenue politique, révolutionnaire d'abord, marxiste-léniniste théoriquement, car elle a fait sienne l'idéologie de l'équipe politique en place. L'armée a renoncé à sa neutralité, à son rôle traditionnel. L'armée, frustrée de sa victoire, est restée au cœur du conflit qu'il a opposé
aux nouvelles forces armées du nouveau pouvoir, à savoir la jeunesse, Mouvement National de la Révolution, la GMNR, les milices urbaines, les milices ouvrières. L'armée donc a été visée dans la lutte contre les réactionnaires, les factieux, les alliés des impérialistes. Car l'armée a été aussitôt taxée de bastion de la réaction. L'armée a été atteinte. L'armée a été blessée. L'armée a eu des emprisonnés. L'armée a eu des morts. Et oui, la première victime de l'armée. Alors, comme le dit Moudi Leno dans son ouvrage, les assassinats des militaires et des civils vont s'accentuer. Et d'ailleurs, comme disait Ngouabi, ils ont été, au lieu de dire d'être assassinés, non, ils ont été abattus comme des chiens. C'était son vocabulaire. Il ne savait pas que quelques années plus tard, lui serait abattu, égorgé comme un mouton. Alors, il s'agit donc des premières victimes donc, de la révolution. Il s'agit du président de la Cour suprême Poabou, comme on dit, nous rend hommage dans son ouvrage, l'escroquerie idéologique, procureur Matsukota, Masweme, qui était directeur de l'agence congolaise d'information. Il y a eu la même année donc le capitaine Bikoumou, Jean Bikoumou, qui a été exécuté, je vous l'ai dit, le 14 septembre 1965. Voici aujourd'hui 55 ans, jour pour jour, parce que nous sommes le 19 aujourd'hui, le 19 septembre 2020. Et par la suite, nous avons eu sergent Babindamana, le lieutenant Kinganga, le commandant Michel Kiyindou, l'adjudant de gendarmerie Koutou, le sergent-chef Malanda, le maréchal de logis Mengo, le capitaine Miawama, et par la suite, on aura le lieutenant Diawara, l'aspirant Bakekolo, le sous-lieutenant Ikoko. Nous aurons le sous-lieutenant Matumpampolo, l'aspirant Oluka. Nous aurons l'adjudant Ngamba, le maréchal de logis Tala. Il y aura Maj Tonus Hindou. Et nous avons beaucoup de civils d'ailleurs, comme Bindika, l'artiste Franklin Bukaka, Théophile Etou, et Vanzakassa, civil également Konda, et bien d'autres. Alors, et tant d'autres inconnus abattus par des dizaines dans les fosses communes de la Cimée, des villages et sur les sentiers du Poule, ou disparus dans les commissariats, notamment au lendemain du 23 mars 1970 et du 22 février 1972. Devant donc cette escalade du nordisme militaro-tribaliste et l'approfondissement du drame, la peur et la résignation continuent à être plus fortes que la colère et le sentiment du devoir national. C'est pour cela que nous insistons pour continuer à parler du rôle de l'armée dans notre pays. Donc l'armée, depuis
la prise de pouvoir par Mouabi, a renoncé à sa neutralité, à son rôle traditionnel d'arbitre suprême et le suprême espoir du peuple dans les moments de grande crise. L'armée s'est laissée persuader que faire la politique, c'est la diriger. C'est exercer directement les fonctions gouvernementales qu'arbitrer ne suffisait pas, ou ne suffisait plus. L'armée politisée est devenue un instrument de répression d'une partie du peuple. L'armée, ancienne gardienne de la vie de tous les citoyens, en dehors de leur liberté et de la sécurité des institutions à l'intérieur, est devenue une armée milicienne, c'est-à-dire la police politique suprême d'une équipe qui passe et qui passera, et qui est en train d'ailleurs de passer, parce que ça suppose qu'il est éternel et à vie. Non, il passera, mais l'armée, en tant qu'institution, restera, elle sera reformée. Parce que l'armée veut-elle passer avec elle? Non, l'armée ne passera pas avec Sassou. Sassou partira dans les prochains mois. Mais l'armée se bat à présent contre une partie du peuple. Ce que je vous ai dit en introduction, le fait d'envoyer l'armée dans un quartier de Brazzaville pour tout juste perturber la vie nationale, parce qu'on ne veut pas aller aux élections ou on veut troubler l'ordre public avant une échéance importante. Parce qu'aujourd'hui, il y a un remake. Sassou veut encore créer une situation qui fera de telle sorte que c'est l'homme de la paix, et il faut qu'il soit réélu, qu'il soit installé, montrer des gages, présenter à l'opinion nationale et internationale que c'est toujours le pool, c'est lui qui maîtrise. Donc il ne réglera pas le problème du pool, le Congo ne se portera pas mieux. Au fond, c'est lui qui perturbe tout. C'est lui qui perturbe, c'est lui qui dérègle la machine du Congo. Depuis la fin de la conférence nationale, son alliance avec Lissouba, son alliance avec Kolela et sa prise de pouvoir, rien n'est démocratique. Même s'il se dit, il nous définit très mal le mot dictature, mais il ne sait pas que dans son comportement, dans ce qu'il fait, c'est la dictature. Mais je ne sais pas quel est celui qui lui rédige les discours, mais il faut bien comprendre que tout ce qui se fait au Congo, ce sont des méthodes dictatoriales. Il faut que Sassou le sache. Parce que déjà de 1, l'armée politisée est devenue un instrument de répression. L'armée qui aurait pu être une gardienne de la vie de tous les Congolais, elle évolue comme une milice, puisque les andimistes recrutés, aujourd'hui on va voir l'effectif de l'armée, 90% des effectifs de l'armée ou de la police, de la gendarmerie, ce sont des gars du Nord. Et dans les 90 du Nord, il y a 70 de son coin. C'est pour cela que chez lui, il dit, les jeunes, il n'y a pas de chômage, parce qu'il les prend dans l'armée. Et d'ailleurs, je veux raconter cette anecdote. En 2014, lorsqu'on a chassé les gars de Kinsundi, il avait fait croire qu'on devait réhabiliter cette usine. Mais au fond, non, puisque Sassou avait déjà déclaré dans son coin qu'il n'y aura jamais une ouverture, il n'y aura jamais des usines, parce que ce ne sont que les gars du Sud qui travaillent dans ces usines. Vous avez votre usine, c'est l'armée, ce qu'il avait dit. Vous avez l'armée, vous avez la fonction publique. Et c'est pour ça que vous voyez les effectifs pléthoriques de la fonction publique et de l'armée, qui sont des effectifs, justement, tout à fait régionalistes. L'armée se bat à présent contre une partie du peuple. L'armée est en guerre civile contre le pool, particulièrement. Parce que cette nouvelle guerre qui veut provoquer sous le prétexte qu'il y a des ninjas à Madimou, c'est tout juste pour dire que non, mais voilà, c'est toujours les ninjas qui provoquent, et maintenant,
avec le nouveau matériel qu'il a eu, c'est pour raser tout le pool. Puisque on a repéré tous les coins. Je vous avais dit la dernière fois que les cases qui ont été construites en blanc, où on a les ex-combattants ont été placés avec leur famille. Ce sont des cibles qui seront vues depuis le ciel par les hélicoptères de combat. L'armée congolaise n'est plus une armée du peuple. Elle est devenue l'instrument principal de la politique de répression de Sassou Nguesso contre notamment le pool qu'il a toujours juré d'ennemi. La preuve en est que vous avez entendu comment l'amiral Pourrir, le général des pirogues, je nomme Jean-Dominique Okemba, comment il a parlé qu'on a bombardé, on a attaqué le pool. Le ciel n'est pas tombé. Mais le ciel un jour tombera sur vous. C'est pas parce que cette armée qui a une composition humaine, une organisation qui est pratiquement tribale, qui représente une faction, je dis bien une faction minime du peuple. On sait très bien le recrutement, le commandement, le déroulement des carrières, tout se trouve perturbé dans notre pays parce que vous l'avez voulu. Il n'y a plus de tradition dans l'armée congolaise. Il n'y a plus de tradition de la force publique au Congo. Celle-ci est coupée du peuple. La force publique est divisée à l'intérieur, par elle-même d'ailleurs. Et c'est ce mal justement qui est en train de ruiner la vie politique civile du pays. Alors, notre armée, même si elle n'est pas éclatée, c'est une armée des mercenaires. Les mercenaires de la tribu Mboshi et les mercenaires recrutés dans d'autres pays. Vous voyez, cette armée, elle est engagée dans cette voie obscure de la dictature. Or, nous savons très bien que l'armée, en général, dans un pays, c'est le corps, la force qui se dissout, se découle au moins, qui ne doit pas subir des désintégrations. L'armée doit arrêter la désorganisation et prévenir le chaos. C'est pourquoi nous avons jugé opportun d'exprimer ici les considérations aux fins de faire méditer l'armée congolaise sur son rôle passé depuis 1963. 68, la prise de pouvoir par Ngouabi, et après, il y a eu Sassou qui l'a assassiné en 1977, et par la suite, Yombi, à qui on l'a fait tenir 2 ans parce qu'il était en complicité justement sur la mort de Marie Ngouabi et du cardinal Émile Béenda, et des innocents qui ont été exécutés en février 1978. Et par après, Sassou va reprendre le pouvoir en février 1979 jusqu'à la conférence nationale. Il y a eu un temps de répit, 5 ans du pouvoir de Pascal Lissouba, des 5 ans qui ont été perturbés, et justement par le premier conflit. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Il n'y a pas une région où on a concentré autant de force, des éléments de la force publique. Il n'y a pas de région comme ça. Je peux même dire que les effectifs qui sont dans le pool, on peut dire c'est pratiquement le tiers
de la force publique. Vous voyez le tiers de la force publique, alors que nous avons 10 régions. Et finalement, vous comprenez que en dehors de la région de la cuvette ouest, de la cuvette centrale, où justement on forme ces mercenaires, ces guerriers, ces analphabètes, dont on sait qu'ils sont incapables, pour certains même, d'écrire leur nom, ou encore de rédiger des rapports, et qui n'ont pas de diplôme comme leur chef Jean-Dominique Okemba, on le sait. Au point où en sont les choses dans notre pays, le redressement de la vie nationale exige des supports, des butées, des arcs-boutants, de la valeur de l'armée. C'est ce que voulait justement faire le général Jean-Marie Michel Moukoko. C'était dans son projet de société. Replacer l'armée, remettre l'armée dans son contexte, remettre l'armée dans son rôle. Il faut que l'armée soit réellement une force qui sert les intérêts du peuple. Tant qu'aucune force réellement mue par le seul intérêt du peuple et salut n'épaulera le relèvement du pays, l'édifice ébranlé de notre patrie ira chaque année d'affaiblissement en affaiblissement jusqu'à son effondrement final. Et l'effondrement, nous le sentons là. Si nous donnons encore cette occasion à Sassou de briguer un mandat de trop, l'armée doit redevenir l'armée arbitre, l'armée gardienne, l'armée image de la défense du bien. Et ce bien, c'est le bien commun. L'armée peut, effectivement, et doit, au point où on sent les choses au Congo, aider démocratiquement les voix et les forces sincères qui, dans le pays, demandent de nouvelles conditions de dialogue sûr, libre, démocratiquement, entre tous les fils, ainsi que de bon travail en commun, qui n'exclut aucune énergie, aucune bonne volonté, aucune idée juste susceptible de germer et porter fruit en notre sol. C'est pour cela que nous continuons à nous battre pour instaurer la fédération au Congo. La fédération est une réalité dans beaucoup de pays. Je ne cesse de le dire. Le Nigeria est devenu une fédération parce qu'il y a eu un conflit. Dans les années 60, notamment 67, 68, jusqu'en 70, quand on a parlé du Biafra et tout, il y a la sécession. Pour éviter une sécession au Congo, pour éviter justement d'alimenter la spéculation de certains apprentis sorciers, ceux des politiciens des réseaux sociaux qui veulent justement diviser le pays en un Congo du Sud, en un Congo du Nord, alors que nous savons très bien qu'aujourd'hui, cette division ne peut plus avoir lieu. Tellement qu'il y a eu le brassage, tellement que nous sommes tous pratiquement une seule tribu, il faut le dire. Ce qu'il faut faire, c'est justement favoriser cette fédération. Parce qu'aujourd'hui, on peut se poser des questions, sans erreur. Qui fréquentons-nous? Qui voyons-nous quotidiennement? Avec qui discutons-nous? À qui souhaitons-nous souvent longue vie ou mort immédiate? Souvent c'est au régime en place ou à tel autre cadre. Mais en un mot, où et avec qui sommes-nous à l'aise dans la nation, dans le peuple? C'est ceux qui sont proches de nous. L'existence sur le territoire national de près de 55 micro-nationalités, qui sont des tribus,
possède et occupe ainsi exclusivement chacune une portion du pays, avec langue, droit, coutume, spiritualité et éthique propre d'ailleurs. C'est une réalité qu'il ne faut pas seulement constater, mais analyser politiquement. C'est cette réalité qu'il faut institutionnaliser par la fédération. Chaque micro-nationalité détient en effet une partie du sol congolais et elle s'y est implantée avant le Congo actuel. C'est-à-dire qu'avant la pénétration coloniale, dans ses frontières, chaque entité donc développe sa vie économique, culturelle, familiale, spirituelle, et dans son espace. Donc, chaque tribu, comme l'a dit le professeur Pascal Lissouba, dans son ouvrage Tribu Classe, elle a également conscience de faire partie du Congo moderne. Et la volonté de s'y intégrer ou de s'y fondre, d'y apporter sa richesse, sa vitalité, sa pierre de mur. Voilà, je voulais faire ce développement par rapport à l'armée, parce que l'armée tire aujourd'hui non seulement sur elle-même, elle abat ses propres officiers, ses sous-officiers, ses combattants, et également abat le peuple paisible, parce que c'est devenu une armée sans honneur, qui n'a plus de tradition, qui a perdu son âme, et qui a préféré prendre l'âme du tribalisme, du régionalisme, du dévouement à un chef qui passera toujours, au dévouement d'un chef qui est peut-être paranoïaque, qui n'a jamais eu de parole, parce que lorsque je sais qu'il a séduit la jeune génération en janvier 1997 à l'hôtel dans le 13e, avant de rentrer pour se présenter aux élections qui devaient avoir lieu en 1997, mais il avait fait un discours très alléchant, un discours très intéressant. Mais malheureusement, il fait toujours le contraire de ce qu'il dit. C'est un démagogue. Aujourd'hui, il dit que le Congo, ce n'est pas une dictature. Mais sa façon de faire, c'est la dictature. C'est la dictature. On peut épiloguer là-dessus pendant des nuits, pendant des journées et des jours, pendant des jours et des nuits. On peut épiloguer là-dessus pendant des jours et des nuits pour faire la démonstration que Sassou c'est un véritable dictateur, c'est un tyran qui est en train d'hypothéquer sa propre famille, qui est en train de mettre en danger sa progéniture pour le mal qu'il cause à l'ensemble des Congolais. C'était une occasion aujourd'hui de dire, bon, écoutez, j'ai eu un mandat de trop, je fais libérer les prisonniers politiques, je fais une table ronde, et nous repartons au dialogue pour reprendre les fondements d'une nouvelle république, et une république fédérale qui va sécuriser tout le monde, pour que les acquis de chaque région, de chaque département soient préservés. Et c'est d'abord cela. Je vous remercie.
de m'avoir suivi. Elle joue les tubes. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment tous les tubes. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Vous écoutez actuellement sur Forum FM 105.8, Pamelo Munka. Nanu nakufite baboti bangai balelingai bayoka kisesango tenga na kozonga lisusu te esali bango mpasi balelingai na mosika mawe salaki ngai nalingi mboka na ngai Kongo yangwana nazongi mboka yangwana nazongi mboka nazongi mboka Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs, télé de droits de l'homme.
service.